Aujourd'hui, la Californie, enfin les États-Unis, la Californie concentre 80% de la production mondiale d'amandes. Ça, c'est peu connu, mais c'est un chiffre assez important et qui interpelle en tout cas. Surtout quand on sait que l'Europe est le premier marché de consommation. L'objectif, nous, à 24-36 mois, c'est d'avoir 2000 hectares d'amandiers, ce qui nous permettra d'avoir environ 4000 tonnes d'amandes et donc de pouvoir parler finalement directement à des industriels, de pouvoir parler directement à des distributeurs, peut-être après-demain de pouvoir aller directement aux consommateurs, tout en mettant en avant et en diffusant des pratiques régénératives. Et ça, c'est vraiment l'angle très important dans le développement de GreenPod. Donc si on veut résoudre à la fois justement ces fameuses deux équations de rééquilibrage finalement pour nourrir le monde et nourrir les 10 milliards de personnes en 2050 tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique et donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut et c'est nécessaire qu'il y ait ce switch vers des régimes moins carnés et moins lactés. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sauvane Saint-Léger, notre Fundraising and Investor Relation chez Daphné qui est arrivée il y a plus d'un an maintenant. Absolument. Salut Sauvane, enchantée, et enchantée les auditeurs, c'est ça. Exactement. C'est son premier podcast, donc on lui souhaite bonne chance parce que c'est pas facile comme exercice. Merci. Pour ton baptême, Sauvane, on a convié un invité de marque. Et oui, il s'appelle Martin d'Archimbaud. Et il est là une petite heure avec nous pour nous parler d'agriculture régénératrice. Salut Martin. Bonjour Aurélie, bonjour Sauvane. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Martin, on a envie de savoir quand même qui tu es et d'où tu viens. Et voilà, parle-nous de toi avant qu'on puisse parler d'agriculture régénératrice et de GreenPods, qui est ta nouvelle aventure depuis 2020. Je voulais d'abord vous remercier de me recevoir aujourd'hui, pas uniquement pour parler de GreenPods, qui est un projet évidemment qui me tient à cœur, mais aussi pour parler de l'agriculture, parce que c'est un sujet d'actualité, un sujet de société. Et je voudrais rappeler que 3 fois par jour, finalement, quand on se nourrit, on mange le travail d'un agriculteur, et donc c'est important. Et c'est important de remettre en perspective certains challenges aujourd'hui de ce monde agricole. Voilà, pour la petite introduction, mais ouais, c'est particulièrement vrai et il faut le souligner. C'est vrai. Et à tous les agriculteurs qui pourraient nous écouter, big up. Et merci, en tout cas, de nous faire bien manger et bien, et bien vivre. Ouais, c'est important. Alors, qui je suis ? Donc, moi, Martin d'Archimbaud, j'ai 29 ans. Je suis français. Je suis né dans les Vosges, en Lorraine, mais j'ai grandi à Paris. Donc, une enfance heureuse. Mais je me définirais plus comme un doux équilibre entre un rat des villes et un rat des champs, parce que j'ai passé une grosse partie de mes week-ends et de mes vacances à la campagne en Normandie, où on a notamment un élevage de chevaux avec mon papa, qui n'est d'ailleurs pas issu du milieu agricole. Aucun membre de ma famille n'est agriculteur, donc ça je tiens à le souligner parce que c'est un élément important. Du coup, tu vas nous dire d'où ça vient. Ouais, ça va venir. Hein. Mais je pense que c'est plutôt une chance. Enfin, ça permet justement de découvrir un milieu sans avoir des œillères, en tout cas au début, et d'avoir justement un œil plein de curiosité et de remettre aussi en question certaines choses. Donc, je pense que c'est un bon point. Et en fait, assez rapidement, donc voilà, j'ai effectivement développé cette passion pour la nature, pour l'agriculture, pour les grands espaces. Et je me suis retrouvé en terminale. Je m'en souviens très bien. J'étais, je pense, comme beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent et peut-être ici d'ailleurs sur ce plateau, un peu perdu sur ce que je voulais faire plus tard. Et j'avais présenté Sciences Po, j'avais présenté des universités en Angleterre. Il y avait évidemment la piste prépa que j'avais beaucoup regardée. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans une super école qui s'appelle l'ISA, l'Institut supérieur d'agriculture à Lille, qui est une école d'agro, d'ingénieur, donc en 5 ans, en post-bac. Et je dois dire que je suis aujourd'hui très reconnaissant d'avoir pu rejoindre cette école et d'avoir passé ces 5 ans là-bas, parce que très vite, en fait, j'ai été confronté à travers des stages et des expériences pro à la réalité du monde agricole, en travaillant notamment dans des fermes, aussi bien en France, en Normandie, qu'en Amérique du Sud, où j'ai passé quelques mois, notamment en Uruguay. Et donc, j'ai pu comparer des exploitations différentes, des systèmes de production très différents,
à des échelles différentes, parce qu'une exploitation française et une exploitation uruguayenne, ça n'a rien à voir. Et donc je me suis confronté à la réalité du terrain, et j'ai pu apprendre, et je pense que c'est là où on apprend le plus. Donc ça, c'était assez génial. Et j'ai passé 5 ans à l'ISA. Et ensuite, j'ai prolongé un peu mes études. On aime bien être étudiant. Hein. Ouais, on aime bien. Ça a du mal à le quitter. Ça a du bon. Et je me suis retrouvé à l'ESSEC, dans cette belle ville de Cergy, où j'ai passé 3 ans, où j'ai rencontré des personnes formidables, évidemment. On se demande qui c'est. Dont Sauvan, allez, on vous le dit. Exactement. Mais surtout, en fait, je trouvais ça hyper intéressant, après avoir une formation d'ingénieur agricole, de venir apporter des compétences un peu complémentaires, donc plus liées au financement, à de l'entrepreneuriat, à du management, parce que je pense que le monde agricole en a besoin aussi, justement, de cet avis un peu extérieur, comme je le disais à l'introduction. Et donc, j'ai passé 3 ans à l'ESSEC avec une année de césure particulièrement intéressante où j'ai travaillé sur des sujets de financement du monde agricole. Donc, j'ai travaillé notamment chez Mirova, qui est filié acteur dans l'investissement, quand même. Ouais, acteur pionnier. Ah, exactement. Ouais, complètement. Après Swen. Salut Swen. Et après Sycomore aussi. Oui, non, mais acteur, c'était une super expérience. Moi, je travaillais en fait sur un fonds un peu particulier qui était très innovant, qui est très innovant, qui s'appelle le fonds LDN, donc pour Land Degradation Neutrality. C'était un fonds qui avait été initié au moment de la COP21 en partenariat avec les Nations Unies et notamment la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Donc, il y a une des 3 conventions de Rio. Avec celle pour la biodiversité et le changement climatique. Et l'objectif, en fait, à l'issue de cette COP21, l'objectif de ce véhicule, de ce fonds, qui a closé à 300 millions de dollars, c'est de venir financer des projets d'agriculture durable à travers le monde, et exclusivement d'ailleurs dans les pays en voie de développement, pour justement participer et lutter contre la dégradation des terres au niveau mondial. Parce que je voudrais juste donner un chiffre. Chaque année, en fait, il y a 12 millions d'hectares à travers la planète, donc ça correspond à 20% de la surface française, pour resituer, qui est dégradée, donc c'est-à-dire à cause notamment de 3 facteurs: la déforestation, la monoculture intensive et le surpâturage. Et j'ajouterais à ça un problème de sous-investissement finalement vers des pratiques durables. Donc c'était un super mandat pour ce fonds, c'était une super expérience justement de venir aider. Alors on a financé des petits producteurs notamment en Amérique centrale, en Asie, en Afrique, sur des filières un peu innovantes comme le manioc, le café, le cacao, la noisette. Donc ça, c'était... Donc t'es allé sur place, toi? Alors malheureusement non, moi j'étais derrière mon ordinateur. Mais les équipes sont sur place. Ouais, les équipes vont sur place. Alors pas assez, je trouve, à mon goût. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais on y reviendra de gérer un fonds. C'est compliqué avec des opérations qui sont à plusieurs milliers de kilomètres. Mais oui, les équipes vont sur place et l'objectif, c'est d'avoir un suivi évidemment continu des projets. Parce que ça, c'est important. Et tu as financé des projets en France aussi? Alors non, en fait, le mandat de ce fonds était exclusivement sur les pays en voie de développement. Ah oui. Okay. Donc ça, c'était vraiment un mandat qu'on devait respecter. Mais je sais que il y aura un deuxième véhicule, LDN2, qui sera lui, normalement, beaucoup plus orienté Europe. Et c'est ce passage derrière un peu le bureau qui t'a donné envie de repartir dans les terres et dans l'aventure plus entrepreneuriale? À fond, ouais, complètement. Okay. En fait, après cette expérience chez Mirova, je suis parti aux États-Unis, à Boston, où j'ai travaillé sur un fonds de private equity dans la forêt. Donc je suis resté sur du capital naturel, mais avec un sous-jacent un peu différent, parce que la temporalité d'investissement est beaucoup plus longue quand on parle de forêt versus agriculture. Et là encore, je me suis, à mon goût, trop retrouvé effectivement derrière un ordinateur, même si j'ai fait une visite de site sur une belle forêt en Arizona. Et j'avais travaillé sur des problématiques carbone, et ça on y reviendra parce que c'était vraiment au cœur du développement de GreenPods, justement de quelle manière est-ce qu'on peut venir à partir d'un actif forestier certifier et labelliser de la séquestration carbone et du coup tirer d'un point de vue financier un revenu complémentaire en commercialisant ces crédits carbone. Mais effectivement, Sauvan, je t'avoue qu'en rentrant en France, je me suis posé un peu la question encore une fois, de ce que je voulais faire, et puis je suis revenu un peu à mes amours, l'agriculture, le terrain, c'est ce qui me fait vibrer, d'être dans les champs. Et c'est comme ça qu'est né GreenPods, du coup. Et c'est comme ça qu'est né GreenPods, et GreenPods n'est pas né uniquement de mon travail, c'est une aventure un peu collective, et que je partage depuis le début avec Boris Spassky, qui est le deuxième cofondateur de GreenPods. Et j'ai rencontré Boris, qui est un peu plus âgé que moi, qui a une 40aine d'années. Je l'ai rencontré justement chez Mirova,
puisque lui était directeur des investissements de ce fonds LDN. Donc on s'est super bien entendu, on partage énormément de choses et je pense qu'on partage particulièrement justement cette envie de revenir un petit peu au terrain et de revenir aux opérations. Lui, avant d'être chez Mirova, a beaucoup travaillé, notamment dans les pays d'ex-Union soviétique, sur le coton, sur des filières en fait, avec des petits producteurs, où il venait agréger notamment des récoltes et préfinancer. Et donc, après 5 ans chez Mirova, il avait aussi l'envie finalement de retourner un peu la casquette et de monter les projets qu'on aurait aimé financer et qu'on aurait aimé recevoir sur notre desk. Donc c'est comme ça qu'est né GreenPod. Exactement. Bah, tu vas nous dire exactement ce que vous faites. Et attends, moi j'avais une question quand même. Quand Martin il arrive à l'ESSEC et qu'il a fait son école d'agriculture, pardon. Ça marche. Vous n'êtes pas dit un peu, parce que tu étais quand même, c'était pas trop les profils des étudiants de l'ESSEC, non? Enfin, là on a vu avec Hectare, il y a plein de choses qui bougent là sur l'agriculture, mais vous, il était un peu en avance par rapport à tous les autres étudiants ou... Bah, oui et non, mais l'ESSEC est aussi très pionnière en termes justement de diversité d'étudiants. Et nous, avec Martin, on est des AST, donc on n'a pas fait de prépa, ce qui pouvait être décrit à l'époque, et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus accepté. Et en fait, du coup, tu as une grande diversité de profils où on avait des pharmaciens, des agriculteurs, des avocats. Donc... Pas beaucoup d'agriculteurs. Pas beaucoup d'agriculteurs, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, je pense que... Enfin, il faudrait voir les stats, mais je pense que c'est encore plus important parce qu'il y a vraiment cette recherche, justement, d'aller chercher plein de profils différents et qu'on le voit, l'agriculture devient beaucoup plus importante, même qu'en 2016, quand on est rentré. Donc, un peu un ovni, mais pas tant que ça. Ouais, ok. Et toi, tu te sentais pas en décalage ou... Ah non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis assez fier d'avoir fait cette école. Et je pense que, justement, il faut... Oui, tu savais qu'il y avait un truc qui allait se... Puis c'est un peu la vertu aussi, c'est-à-dire que tu as vu un truc un peu plus terrain avant, comme les pharmaciens, etc. Et tu vas ajouter une brique plus commerciale et plus financière qui te permet, en fait, d'avoir un peu une vision à 360 de l'industrie. Ouais. Et de choisir justement, est-ce que tu veux plus être dans cette partie plus financière, analytique ou terrain. Puis l'agriculture, c'est quand même un beau métier. Être agriculteur, c'est un métier de passionné, grand mais air. Tu vas nous raconter. Parce que voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a fait une école d'agriculture. Oui, d'agriculture. Non, mais c'est vrai. Agri. Ouais. Donc, non, du coup, je me dis, il y a quelques années en arrière, parce que vous n'êtes pas tout jeune. Pas si vieux non plus. C'était sûrement étonnant qu'un jeune, moi se lance, tu vois, sans avoir de parents dans le milieu. Tu vois, nous, Agricool, Guillaume était fils d'agriculteur, etc. Et il a lancé un business, mais toi, c'est vraiment de nulle part. Enfin, il y a vraiment une... Il y a quand même quelque chose, mais rien des parents, quoi. Non. Ou des grands-parents. Non. Rien. Alors, donc GreenPods. Allez, qu'est-ce que tu fais? fais? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a fondé GreenPods en juin 2020 et donc c'est une société à mission. Je tiens à le rappeler. Comme Daphne. Bravo, c'est bien. On fait partie de la communauté. Tu as et on peut peut-être rappeler donc il faut ce que tu dois faire pour être société à mission et écrire ta raison d'être, échanger dans tes statuts. Exactement, c'est statutaire. Exactement. Donc mon GreenPods, on est vraiment un développeur et un opérateur de projets agricoles. Sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que notre métier consiste à identifier du foncier. Donc des exploitations, s'assurer de l'éligibilité de ce foncier justement à nos projets. Nous, on est producteurs de fruits à coque et d'amandes, très concrètement. Donc on identifie un foncier, on réalise des investissements, on plante des arbres, on installe des systèmes d'irrigation, on achète des machines, des tracteurs, on emploie une équipe au niveau local, et ensuite on opère nos projets sur toute la durée de vie du verger, puisqu'on plante des arbres. Un amandier, c'est un arbre, je le rappelle. On m'a déjà posé la question, donc c'est important de le rappeler. On ne l'aurait pas posé. Je l'aurais pas osé. Et in fine, l'objectif, c'est vraiment de produire des denrées agricoles. On produit des amandes qu'on va vendre, parce que nos arbres sont encore petits. Donc, c'est des cycles qui sont super longs. C'est des cycles qui sont super longs. Et les cycles agricoles, et c'est ce qui est chouette. On vit au rythme de la nature. Et donc, quand on plante un amandier, en fait, on doit attendre 3 ans avant d'avoir des premiers fruits.
Donc, c'est chouette pour les investisseurs aussi ou pas? Ça, c'est un autre débat, on en parlera. Tu nous en parles après. Non, mais on en vient parce qu'effectivement, ça demande énormément d'investissement. C'est pas, nous, on est spécialisé plus SaaS, tech, où au final, au début, ça demande moins aussi de capital. Ah ouais, c'est hyper capitalistique. Okay. Je compare un petit peu à l'industrie, vraiment. On a besoin d'une mise de départ qui est importante pour financer à la fois des capex. Par exemple, alors si on considère l'acquisition d'un foncier en France, sur notre ferme à Toulouse, acheter 1 hectare, il faut débourser 12 000 euros. Pour 1 hectare. Nous, on a une ferme qui fait 150 hectares. Donc ça fait tout de suite une immobilisation de cash qui est assez importante et qui n'est même pas allouée finalement à l'outil de production. C'est-à-dire qu'on immobilise sur du foncier. Et donc derrière, il faut pouvoir justement financer toute la partie CAPEX, tous les investissements, acheter les arbres, acheter un tracteur. Un tracteur arboricole, ça coûte entre 50 et 70 000 euros. Donc nous, on en a aujourd'hui 2 sur l'exploitation, on va en acheter un 3e. Et il faut ensuite financer ce fameux BFR justement pendant les 3 premières années où on n'a pas de fruits, donc on n'a pas de vente, donc on n'a pas de rentrée de cash. Et tu as beaucoup de main d'œuvre? 3 ans pour sortir des amendes. Exactement. Donc ça ne semble pas hyper long non plus. Par rapport à d'autres cycles, j'imagine, agricoles qui sont beaucoup plus longs. Alors il y a d'autres cycles qui sont plus longs. J'ai parlé en introduction de la noix ou de la pistache. Sur la noix, on doit attendre 7-8 ans. Ah ouais. C'est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça ça qu'on que commence ce par choix l'amande. Okay. Et voilà, effectivement. Et demain, ah voilà, ok. Bien sûr. Vous commencez par l'amande parce que c'était le plus court. Ok. Exactement. Et demain, l'idée, c'est de pouvoir un peu diversifier notre gamme, notre portefeuille de production et d'aller sur d'autres. Mais pourquoi les fruits à coque, en fait alors, c'est une super question. Revenons à la base. On va revenir à la base. Pourquoi pas des carottes et il n'y a pas un truc à faire sur... Non, mais alors, le premier élément de réponse que j'apporterai, c'est qu'on avait beaucoup travaillé avec Boris sur ce fameux fonds LDN sur les cultures pérennes. Donc, les cultures pérennes, à la différence d'une culture annuelle qu'on sème et qu'on récolte la même année, d'où son nom, une culture annuelle. Une culture pérenne, c'est une culture qui a une durée de vie de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies. Je reprends l'exemple de la noix. Un noyer peut vivre 80 ans. Alors sur un amandier, on sera plus sur un cycle à 25 ans, mais ça peut être plus. Et donc les cultures pérennes ont un double avantage. C'est souvent des cultures à forte valeur ajoutée. Donc économiquement qui sont intéressantes. Alors évidemment, on en a parlé, il y a des besoins d'investissement qui sont autrement différents que sur des cultures annuelles, mais derrière, c'est des produits à haute valeur ajoutée. Ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est que si on regarde les co-bénéfices environnementaux et sociaux, ils sont très importants. Parce que je voudrais juste rappeler que pour qu'une plante pousse et pour qu'un arbre grandisse, en fait, il a besoin de la photosynthèse. Et la photosynthèse, qu'est-ce que c'est ? C'est capturer du CO2 et rejeter de l'O2. C'est la respiration de la plante qui grandit. Et donc, un arbre, quand il se développe, il capture du CO2. Donc, c'est des puits de carbone qui sont super importants aujourd'hui et qui viennent justement participer à l'atténuation du changement climatique en séquestrant du carbone, entre autres. Parce qu'il y a beaucoup d'autres co-bénéfices sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, sur la régénération des sols. Okay. Donc voilà, donc en fait on s'est assez vite spécialisé sur les cultures pérennes. C'était un angle assez important pour nous dans le développement de GreenPod. Et puis par ailleurs, moi étant aux États-Unis, j'avais eu l'occasion de regarder quelques dossiers sur l'amande, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui la Californie, enfin les États-Unis, la Californie concentre 80% de la production mondiale d'amandes. Ça c'est peu connu, mais c'est un chiffre assez important et qui interpelle en tout cas. Ouais. Surtout quand on sait que l'Europe est le premier marché de consommation Et pourquoi mondial. Pourquoi la Californie ? Parce qu'en fait les conditions de production historiquement sont très bonnes pour produire des fruits à coque. Les coûts de production étaient très faibles. Et donc, parce que le coût de la main-d'œuvre était plus faible. Okay. Effectivement, il y avait un accès aussi à la main-d'œuvre pas chère, notamment mexicaine. Donc, ça pose des problèmes. Il y a eu une utilisation des ressources qui a été un petit peu extrême. Et donc, aujourd'hui, on en revient, puisque la Californie fait face à différents problèmes environnementaux, notamment sur l'eau. Il y a eu quelques scandales d'utilisation d'eau où les agriculteurs sont obligés de creuser des puits à plus de 800 mètres de profondeur pour aller chercher de l'eau. Ça pose quand même des questions de durabilité du système de production. Et puis, il y a d'autres problèmes liés aux abeilles, notamment, parce que pour avoir une amande, il faut qu'il y ait une pollinisation entre différentes fleurs, et donc il faut des abeilles qui sont des pollinisateurs pour polliniser. Fascinant. Donc en fait, fascinant, exactement. Un vrai cours, là. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire. Interro à la fin. J'essaie d'être le plus...
le plus simple possible. Ok, donc là, vous avez une ferme à Toulouse, c'est ça? Ouais, exactement. Mais je vais peut-être juste finir sur la question du pourquoi les fruits à coque. Donc effectivement, j'ai parlé des cultures pérennes, j'ai parlé de l'amande. Donc nous, on se spécialise aujourd'hui sur l'amande, en tout cas dans un premier temps, parce que l'amande c'est ce qu'on appelle un superfood. Donc avec une teneur protéinique très importante d'un point de vue végétal. Et on se rend compte aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, et je pense que la tendance ne va faire que s'accélérer, que tous les régimes plant-based sont en plein essor. Alors pour différentes raisons. Il y a des bénéfices santé évidemment, mais aussi d'un point de vue environnemental. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on a une ressource finie de terre disponible sur Terre. On a 1,3 milliard d'hectares qui sont disponibles pour produire des denrées agricoles. Et sur ces 1,3 milliard d'hectares, 90% sont utilisés pour produire des céréales, pour produire du soja, des oléagineux, ce qu'on appelle des protéagineux. Et sur ces 90%, la moitié, en fait, c'est pour nourrir les animaux. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. Et par ailleurs, l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et dans ces 25% d'émissions, une grosse partie est liée à l'élevage intensif d'animaux. Donc si on veut résoudre à la fois justement ces fameuses deux équations voilà, exactement, de rééquilibrage finalement pour nourrir le monde et nourrir les 10 milliards de personnes en 2050, tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique et donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut et c'est nécessaire qu'il y ait ce switch vers des régimes moins carnés et moins lactés. Alors je dis pas du tout qu'il faut devenir vegan, exactement extrême, parce que on a besoin d'animaux et manger que des amandes. Ouais, non. Moi je vous fais les noix, c'est trop long, 7 ans. Non, mais on a besoin d'animaux, mais voilà, il faut savoir mesurer sa consommation. Bien sûr. Et peut-être réduire pour mieux consommer. Donc voilà le pourquoi du comment on s'est retrouvé effectivement à se spécialiser sur les amandes, parce que le marché aujourd'hui en plus est énorme. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu dis c'est nous on est les premiers en Europe à consommer le plus d'amandes. C'est dingue. Fou. Et en fait, je pensais que c'était les Américaines là, elles adoraient ça en sortant du yoga. Non, écoute, ça va les clichés. La petite poignée d'amandes. Non, écoute, c'est vraiment l'Europe. En fait, on importe en valeur 1,6 milliard de dollars chaque année d'amandes californiennes. C'est énorme. On produit 25% de ce qu'on consomme en Europe. Et personne d'autre s'est lancé sur la production justement d'amandes, de noix de cajou, etc. en France et à fortiori en Europe? Alors il y a quelques acteurs aujourd'hui. En fait, ce qui est particulier, c'est que le système aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, quand on est agriculteur, et on a beaucoup parlé de l'agriculture familiale, notamment au niveau français, c'est en général des petites exploitations. Qui, en tout cas petites, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, la taille moyenne d'une exploitation, c'est 70 hectares. Alors évidemment, il y en a qui font des centaines, voire des milliers d'hectares, mais c'est plutôt des petites exploitations et qui vont, pour certaines, effectivement, c'est une tendance de fond, donc on est très actif dans la filière amande au niveau français, qui commencent justement à diversifier un petit peu leur culture sur l'exploitation, mais qui vont se retrouver à planter des vergers qui font entre 5 et 10 hectares, donc ce qui est très petit. Et donc nous on arrive avec une approche un petit peu différente, puisque nous l'objectif c'est de monter plutôt des gros projets et d'être capable justement de produire une quantité suffisamment importante, un volume suffisamment important. En l'occurrence, l'objectif, nous, à 24-36 mois, c'est d'avoir 2000 hectares d'amandiers, ce qui nous permettra d'avoir environ 4000 tonnes d'amandes, et donc de pouvoir parler finalement directement à des industriels, de pouvoir parler directement à des distributeurs, peut-être après-demain de pouvoir aller directement aux consommateurs, tout en mettant en avant et en diffusant des pratiques régénératives. Et ça, c'est vraiment l'angle très important dans le développement de GreenPod. Donc ça c'est vraiment important, et c'est, je pense, un élément de différenciation pour nous. On a une équipe qui est très internationale. On travaille avec beaucoup d'Espagnols, avec des Catalans, et je pense que l'agriculture, c'est un métier avant tout d'expérience. C'est-à-dire que voilà, on a besoin. C'est pas en sortant d'école, on sait tout faire. On travaille avec une personne qui a plus de 40 récoltes, parce que c'est une récolte par an, qui a plus de 40 récoltes derrière lui. Et c'est vraiment à travers l'expérience qu'on arrive à améliorer les choses et à appréhender peut-être les risques qu'on peut avoir. Et du coup, tu es allé voir qui comme expert là Comment vous avez fait pour vous rencontrer tous ces gens
qui connaissent le métier aussi. Ouais, bah, c'était super important au début dans le développement de GreenPods, et ça l'est toujours, de rester ouvert à des rencontres. La première chose qu'on a faite, c'était justement alors déjà au niveau français, de faire un petit mapping des différents acteurs, que ce soit des producteurs mais aussi des industriels, parce que c'est important de savoir le cahier des charges des industriels avant de planter, sur les variétés, sur les volumes, sur les caractéristiques, etc. Là, c'est l'expérience analytique bureau qui ressort. Voilà. Mapping. Merci les secs là. Ouais, exactement, mais c'est primordial, et parfois d'ailleurs des agriculteurs plantent mais ne savent même pas à qui vont vendre. Ils ne savent même pas ce que l'industriel attend. Ouais. On espère que c'était une jolie slide. Voilà, ça en est une. Donc en fait, on a commencé par rencontrer effectivement des producteurs, des industriels, des coopératives, des pépinières, voilà, tous les acteurs. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a réfléchi un petit peu à qui étaient aujourd'hui les gros producteurs. Donc évidemment, il y a la Californie, et le deuxième producteur mondial, c'est l'Espagne. Et le troisième étant l'Australie. Okay. Et donc en fait rapidement on a beaucoup voyagé, on a fait des allers-retours en Espagne, on y a passé du temps pour visiter des exploitations, et puis au gré de nos rencontres en fait on a réussi à constituer une super équipe avec de l'expérience. C'est un peu une start-up de vieux, comme on aime les dire, parce que c'est vrai que je suis le plus jeune, et je suis plutôt avec des personnes... Boris, on espère que tu n'écouteras pas ce podcast. Non, mais alors on a même plus vieux que Boris dans l'équipe. Il y a beaucoup de cheveux blancs, c'est bien. Dans l'agriculture, c'est important. Il en faut. Ouais, évidemment. Et du coup, vous allez faire un peu un move vers l'Espagne, c'est quoi vos... Ouais, exactement. Donc l'objectif de GreenPods, justement, je le disais, c'est de construire un portefeuille en fait de projets agricoles. Donc on a notre premier projet à Toulouse. Voilà, on peut en parler à Toulouse, qui s'appelle La Granja. Et en fait, à partir qui veut dire ferme. Ouais, en occitan. En occitan, exactement. voilà. Pour info. À ne pas confondre avec La Granja. Voilà, exactement. C'est à quoi tout le monde pense. Évidemment. On vous connaît, les auditeurs. Et en fait, on a monté ce premier projet donc en 2021, et il est aujourd'hui financé, opérationnel, avec une belle équipe sur place et des amandiers plantés. Donc l'année prochaine, on devrait pouvoir déguster les premières amandes. Ouais, il faudra attendre un petit peu plus. 2025, l'objectif. Ah ouais. Attends, donc 2020, donc en plein confinement, vous faites comment pour gérer tout ça, vous ? Ouais, alors c'était vraiment la vision avec Boris. On s'était dit, mais justement, plein confinement, c'est une formidable opportunité, parce que je vais citer notre président Emmanuel Macron, qui disait finalement, c'est une folie de déléguer notre alimentation à des tiers. Et je pense que le Covid a été un formidable accélérateur. Il y a eu une prise de conscience collective, avec tous les problèmes évidemment de logistique qu'on a connus, de congestion sur les plateformes multimodales, les ports, etc. De dire qu'on était en fait extrêmement dépendant de nos importations sur beaucoup de nos filières. Donc sur l'amande évidemment, j'en ai déjà parlé, mais pas que. Et donc la vision sortie de Covid, c'était de se dire montons notre premier projet, mettons vraiment la main à la terre, entre guillemets. On avait reçu trop de concept notes, je pense aussi au fonds LDN, des mecs qui voulaient se financer juste à partir d'une présentation PowerPoint. Et ça nous gênait beaucoup. Donc on s'est dit, il faut qu'on montre qu'on sait faire. L'agriculture, c'est du temps long, il faut être le plus rapide possible, il faut serrer les vis. Et donc, effectivement, en plein confinement, on s'est fait des allers-retours avec des dérogations de la SAFER, donc qui est un organisme public qui gère l'accès au foncier en France. Un organisme important. Et on a identifié alors j'ai visité plusieurs sites, mais en tout cas on est tombé sur cette exploitation qui est en Haute-Garonne, à côté de Toulouse, à 1 heure de Toulouse, et qui est une super ferme, et qui est pour nous un super projet pilote, un véritable laboratoire un peu à ciel ouvert, pour montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, et ce qu'on veut justement faire à plus grande échelle derrière. Donc là, vous avez trouvé le terrain, vous l'achetez. Avec un financement. Avec un financement. Ouais, exactement. Et comment tu fais avec ton équipe en Espagne là, qui travaille, c'est eux qui viennent bosser sur la ferme ? Ouais. Alors en fait, une exploitation qui était à vendre, il y en avait pour 2,5 millions d'euros pour acheter le foncier. Bon, je les avais pas dans la poche, et Boris non plus, malheureusement. Et donc on s'est dit comment on fait. Et en fait, au gré de nos rencontres, moi j'avais beaucoup échangé avec Akio Energy et la Maïf. Qui est très engagé. Qui est très engagé, exactement, et qui voulait justement, à travers un véhicule qu'ils ont appelé Maïf Transition, qui voulait participer à l'émergence d'un nouveau modèle de production plus durable, en bio notamment, et en faisant le constat qui est particulièrement vrai, en disant l'accès au foncier en France, et d'ailleurs même partout dans le monde, c'est
une première barrière à l'entrée. Bien sûr. C'est beaucoup de cash, on le disait dans l'intro, qui est immobilisé. Et donc, eux, ce qu'ils se proposent de faire, c'est de dire on va financer l'acquisition de ce foncier pour des porteurs de projets et qui seront derrière preneurs à bail, qui seront locataires pendant 25 ans. Donc nous, à travers notre société d'exploitation La Granja, donc une société agricole, on est preneur à bail, on paye notre dû chaque année à la Maïf, qui est notre propriétaire. Génial. Donc c'était une formidable opportunité pour nous, à la fois d'avoir accès à ce financement, de s'associer au nom de la Maïf sur un premier projet, c'était important, ça crédibilise aussi notre approche. Et donc ce fonds est géré par Sven, vous en parliez. Et donc voilà, donc nous on est arrivé. Qui est très engagé aussi. Qui est très engagé, complètement. C'est formidable d'ailleurs. Donc nous on est arrivé sur les lieux avec avec l'envie de vraiment de mettre en place notre projet. Donc on a réalisé une petite levée de fonds. On avait besoin en gros d'1 million d'euros pour aller chercher 1,5 million auprès de 2 établissements bancaires, la Banque Populaire et le Crédit Agricole. Donc on a fait rentrer des business angels, friends and family, et effectivement il y a quelques entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès dans le monde de la food. C'était de la finance durable, donc c'était important aussi pour nous de construire un peu notre petit écosystème. Et d'ailleurs, vous avez planté. Ouais, exactement. Mais quand ? On a déjà planté. 2021 ouais, en fait, février 2022. On a planté 17 000 arbres, 17 000 amandiers. Donc c'était la première phase de plantation. En combien de temps ? Ça se fait assez vite. En 5-6 jours, c'était fait. Putain, mais je vous rassure, on les fait pas un par un avec une pelle et une bêche. Une pioche. Attends, donc en un c'est an, les fameux tracteurs. Vous avez pris vos tracteurs, vous avez eu vos tracteurs. Une fois que vous avez eu votre financement des acteurs que tu nous as cités, vous avez pu acheter et envoyer et ça y est quoi. Et ça, en un an, ça a se planté. En un an, en fait, on a beaucoup travaillé, mais effectivement, en un an, on a fait toutes les études possibles et inimaginables avant d'entrer dans les lieux, toutes les due deals agronomiques, climatiques, pédoclimatiques même, puisqu'on a regardé le sol, qu'est-ce qui se passait dans le sol, c'est important. Et puis ensuite, on a construit le projet, on a designé nos parcelles, on va planter telle variété, la A, la B, dans cette parcelle-là. Pourquoi ? Parce que l'altitude est différente, donc le risque de gel est différent, il y a plus de vent, il y a moins de vent. Enfin, on a vraiment tout analysé. C'est vraiment des matrices. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs variétés d'amandes. Ah oui, il y a plusieurs variétés. Il faudra que tu nous dises après laquelle acheter. On en fera à la fin. Voilà. Et donc donc c'est important aussi par rapport au soleil, à la... Il faut tout regarder. Il faut tout regarder et mettre tout ça en fait au regard d'une matrice de risque. Puisque les risques climatiques sont évidemment importants et de plus en plus importants. Et donc ça fait partie justement de notre travail en amont, de pouvoir identifier les bonnes variétés, le bon équipement. Donc on a fait des appels d'offres. En fait, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que le développement de projets agricoles, à nos yeux en tout cas, c'est vraiment des projets d'infrastructure. Et on aime beaucoup faire le parallèle avec le monde de l'énergie et des énergies renouvelables. Si on se replace il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, qui était encore à ses débuts. En fait, c'est la question, c'est vraiment d'être capable de mettre en place des process d'analyse, des process de développement, de financement, pour justement optimiser la réussite des projets. Et la réussite d'un projet, c'est une chose, mais l'enjeu, c'est de savoir répliquer, dupliquer de manière très rapide. Et ça, c'est l'enjeu de GreenPod, de dire, on a fait un projet, mais demain, il faut qu'on puisse en faire 2 par an, 3 par an, pour atteindre justement cette taille critique. Donc là, vous avez planté en février 2022. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Non, alors on a planté nos 17 000 premiers amandiers. On en replante là dans les 3 prochaines semaines, on en replante 10 000. Donc on aura. On va aller faire un tour à Toulouse. Bah ouais, mais bon, ça sera que dans 3 ans, quoi. Vous pouvez venir avant. On a besoin de mains. On a besoin de mains fortes. Il y a tellement de choses dans 3 ans. On a des lits superposés en plus. Ce sera parfait. Et en fait, donc on aura une 60aine d'hectares qui seront plantés en amandier. Donc ça fera. On est en bio, je tiens à le dire, et ça sera l'un des plus grands vergers bio en France. Ah, énorme. Donc c'est un projet assez ambitieux. Et juste le reste de l'exploitation en fait est consacré à des cultures annuelles, à une rotation diversifiée, parce qu'on a 150 hectares au global. Okay. Donc toi, tu as une équipe qui gère aujourd'hui toute cette exploitation à Toulouse, et vous là, une fois que c'est planté, il faut aller chercher des financements pour la prochaine ferme.
Exactement, Et il faut aller entre autres. vendre les amandes dans 3 ans. Ouais, alors On a le temps. c'est du temps long, Ah oui. mais évidemment, on parle déjà avec de potentiels off-takers, donc de potentiels acheteurs. Donc, je pourrais les Ce sera ce sera en vrac, parce que je sais qu'à un moment, tu réfléchissais à travailler l'amande en se disant qu'aujourd'hui, elle était vendue dans les supermarchés en vrac. Or, ça va devenir une partie de notre alimentation beaucoup plus importante. Donc, pourquoi pas la travailler avec des chefs, avec des épices, enfin, la rendre vraiment un mets à part. Ouais. En fait, ça fait vraiment partie de Green Pods après-demain. C'est d'être capable de verticaliser notre filière et de descendre au maximum sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur la production primaire, planter les arbres et produire une amande. Mais demain, évidemment, on aura tout intérêt, et c'est ce qu'on va faire, de descendre au maximum, de monter un outil industriel pour travailler l'amande après la récolte, c'est-à-dire et pouvoir potentiellement la transformer, soit la consommer, soit la vendre effectivement entière, comme celle que vous consommez à l'apéritif, soit la transformer en poudre, en crème, en amande effilée, blanchie. Enfin voilà, il y a pas mal de déclinaisons possibles. Mais c'est vraiment ça, c'est la vision effectivement de GreenPod, c'est d'être un acteur intégré. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a effectivement, pour revenir à ta question Aurélie, on a une équipe sur place opérationnelle dédiée avec Clément qui est notre chef de ferme, donc qui est vraiment notre relais sur le terrain opérationnel. Donc, je le salue s'il nous écoute. C'est un travail formidable. J'espère que c'est pas lui qui a des cheveux blancs que tu as décrit. Non, lui il est jeune, dynamique. Ne dis rien, Martin, ne dis rien. Il est assez génial. Donc non, on a une belle équipe. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment notre relais sur le terrain. C'est lui qui, avec Grégory aujourd'hui, qui gère l'exploitation au quotidien, qui sont dans les tracteurs concrètement, qui taillent les arbres, qui irriguent, qui apportent de l'engrais. Donc ça c'est vraiment important. Et pour faire le parallèle avec effectivement notre équipe espagnole, en fait ce qu'on a très vite cherché à faire, c'est, comme je le disais, l'Espagne est un gros producteur, et donc c'était d'aller chercher de la compétence et transfrontalière, et de dire, et c'est ce que malheureusement aujourd'hui peut-être certains agriculteurs en France ont du mal à faire, parce qu'il y a aussi une barrière de la langue, l'espagnol, l'anglais, c'est justement d'aller chercher... Tu parles bien en espagnol? Ouais, Boris est meilleur que moi, mais je me débrouille. On peut continuer en espagnol, si, claro que si. Ouais, ¿por qué no? Ok, niveau 0 de la table. Moi, je parle pas du tout espagnol. Moi, je parle allemand, désolé. C'était les meilleures classes. Je suis pas sûre qu'on ait envie d'entendre Aurélie parler allemand tout de suite. Là. Non, pas tout de suite. Vas-y, Martin. Non, mais donc, en fait, régulièrement, on fait venir justement nos experts espagnols sur la ferme à Toulouse, et du coup, voilà, eux apportent des conseils qui sont hyper importants. On a même, pour vous dire, on avait même organisé une journée porte ouverte. On avait accueilli d'autres producteurs français, et on avait essayé de faire une journée un peu d'échange pour participer aussi parce qu'on y a intérêt, évidemment. On se dit toujours, mais l'agriculteur voisin, c'est un concurrent, parce que il produit du blé aussi, comme moi j'en produis par exemple. Mais moi je crois plutôt que sur l'amande, c'est une filière qui est très naissante en France. En fait, on produit 500 tonnes et on en consomme 45 000 tonnes. Donc il y a quand même un gap énorme. Donc moi je suis plutôt pour justement en faire une aventure collective, et je pense que ça servira les intérêts de tous, qu'on puisse développer la filière. Donc voilà, effectivement, on travaille avec beaucoup d'Espagnols qui viennent régulièrement sur la ferme. Donc next step, comme disait Sauvan, vous cherchez après une nouvelle ferme, une nouvelle exploitation à racheter. Et des financements. Ouais, les deux, c'est important. Mais vous cherchez encore des financements pour celle-là? Non, pour celle-ci, elle est financée. Elle est opérationnelle, ouais, ça c'est bon. C'est un projet qui a été mené de A à Z. Maintenant, il faut que les arbres poussent et qu'on ait des amandes, c'est quand même le but. Mais pour que nos actionnaires soient contents. Mais l'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est donc de consolider et de faire grossir notre portefeuille de projets. Donc, entre la France et l'Espagne, alors ce sera majoritairement en Espagne, parce que pour l'amande, pour la pistache, les conditions pédoclimatiques sont beaucoup plus... Du sol. Oui, sol et climat, exactement. Ouais. Et tu voulais pas garder un Made in France? Alors en fait, le Made in France, on l'aura sur les projets qui sont en France, donc sur une partie de la production. Et c'est effectivement des amandes qui seront marketées, qui sont vendues avec cette origine Made in France. Mais la vision GreenPods qui est très européenne. Plenty in Europe. Voilà, exactement. Made in France. Ouais, wow. Mais je pense qu'il faut aussi raisonner à l'échelle européenne, c'est important. Et voilà, et aller sur les bonnes zones de production. L'Espagne, effectivement, de par son climat, son sol, offre des conditions intéressantes. Je pense que c'est bien d'avoir les pieds un peu des deux côtés des Pyrénées, parce que mine de rien, ça permet aussi de diversifier certains risques
tu vois, vraiment d'atténuer certains risques, climatiques notamment. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un épisode de gel sur une région A où on a une ferme, on ne l'aura pas forcément sur la région B où on a une autre ferme. Et donc voilà, à l'échelle d'un portefeuille et vraiment d'un framework de développement, et pour un investisseur, on y arrive, c'est un élément qui est important. Donc nous, en fait, en Espagne, on y va régulièrement, on se concentre aujourd'hui, c'est notre cahier des charges, ce qu'on appelle notre Land Development Policy, sur la zone de l'Aragon, qui offre des conditions qui sont à nos yeux optimales justement pour développer des projets en bio, avec un objectif qu'il faut garder en tête, c'est qu'on doit être compétitif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et que j'aime répéter. On est dans un marché effectivement où aujourd'hui 80% par exemple, de la prod est californienne. Il faut qu'on soit compétitif par rapport à cette production. Et donc aujourd'hui on l'est si on raisonne en coût de production. Et d'ailleurs je tiens à noter, c'est un point qui m'a toujours interpellé, c'est qu'aujourd'hui plus d'un agriculteur sur deux n'est pas capable de donner son prix de revient à la tonne et son coût de production. Et je trouve ça dommageable. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas forcément la connaissance économique, il n'a pas forcément fait le travail en amont. Et je pense que c'est aussi un des problèmes, ça fait partie pour moi des enjeux dans le monde agricole, c'est de réussir à avoir plus de visibilité et à piloter peut-être de manière un peu plus financière, même si le terme n'est pas forcément beau, mais les coûts de production, de se rendre compte, surtout dans un environnement inflationniste comme aujourd'hui, avec des coûts de l'énergie qui augmentent. Ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise, exactement, et un agriculteur est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, et donc c'est un point important qui, à nos yeux, est vraiment un des grands enjeux du développement, de bien connaître le coût de prod. Donc cette levée, vous en êtes où, ces projets ? Ouais, pour le deuxième. Alors les projets, nous on en a déjà sécurisé. En fait, on fait vivre un pipeline de projets potentiels. Okay. Donc on a plus en Espagne. Plus en Espagne, effectivement, on a visité plus de 3000 hectares de fermes en Espagne. On a un pipe assez conséquent. Et donc effectivement, on a initié là depuis quelques semaines un processus de levée de fonds pour en fait venir financer notre développement à horizon 36 mois et donc la plantation de ces fameux 2000 hectares d'amandes. Donc c'est une levée de fonds qui sera assez conséquente, parce que je faisais le parallèle avec le monde de l'infrastructure. C'est vrai que on parle à des fonds d'infra par exemple qui veulent d'infra vert, qui veulent potentiellement se diversifier sur de l'agriculture durable, puisque c'est un sujet d'actualité qui répond à des objectifs de développement durable, notamment des Nations Unies. Et donc cette levée de fonds doit effectivement nous permettre de financer ce portefeuille à travers du foncier et la partie CAPEX liée à l'exploitation. Et comment ça se passe alors ? Parce qu'il y a une vraie volonté, je dirais, des fonds de se diriger plus vers l'agriculture, et c'est drivé notamment par la BPI ou par des grosses institutions aussi françaises. Mais on est à la fois dans un environnement plus compliqué actuellement. Comment est-ce que justement tu ressens un peu cette dualité de tendance ? Alors déjà, il y a un élément important, qui est peut-être encore aujourd'hui un petit peu compliqué, c'est qu'effectivement beaucoup d'investisseurs disent « moi je veux aller dans l'agriculture, c'est le sujet d'actualité, etc. » Mais très peu sont capables ou ont envie de financer l'agriculture primaire, c'est-à-dire la production. C'est-à-dire qu'on beaucoup fantasment sur tout ce qui va autour, c'est-à-dire la robotique, la tech, les logiciels, les SaaS, les sondes connectées, les quick wins, etc. Mais en fait, très peu sont capables de dire on va financer la plantation d'un arbre, l'achat d'un tracteur et la réalisation d'un BP très opérationnel. Mais ça, les particuliers et les fonds, ils en ont beaucoup plus conscience. Alors infra, que c'est des cycles longs. Ouais, les choses évoluent. Et c'est pour ça que je pense que certains fonds infra, justement, qui ont l'habitude des cycles longs, qui ont l'habitude de rendements aussi qui ne sont pas les mêmes que ceux du monde de la tech. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on n'aura pas les mêmes retours qu'une boîte dans la tech qui, en 3 ans, fera fois je ne sais pas combien. Vous avez plus l'habitude que moi de ces multiples. Plus que fois 3. Monstrueux. Évidemment. Surtout chez Daphne. Mais il faut aussi éduquer les investisseurs en disant que les choses sont un peu différentes. Il y a d'autres avantages, notamment, on parlait du climat, mais... oui, vous mettez en place des crédits carbone, j'imagine. Oui, exactement. Il y a beaucoup de co-bénéfices à mettre en avant. Acheter de la terre aujourd'hui dans un milieu, dans un environnement inflationniste, de la terre en Europe, c'est quand même un investissement très sûr.
intéressant pour des family office par exemple. Donc voilà, il y a vraiment un côté très pédagogique, je trouve, dans cette levée de fonds. Alors évidemment, comme tu disais, Sohan, si on regarde sur les 2 dernières années, beaucoup d'investisseurs switchent vers l'agriculture, et je pense que ce phénomène ne va faire que augmenter, donc s'amplifier, notamment avec la taxonomie européenne, article 9, article 8. Enfin voilà, les choses vont plutôt dans le bon sens, je trouve. Et l'État soutient les entrepreneurs comme toi là dans ce... Alors en fait, le monde agricole est très subventionné aujourd'hui par la PAC. Donc, qui est le système d'aide à l'échelle européenne. Donc chaque agriculteur en fait bénéficie d'aides de la PAC qui lui sont versées chaque année. Alors ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça pose aussi des questions de savoir est-ce que déjà ces aides seront pérennes dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'à horizon 10 ans elles sont toujours là, elles sont toujours disponibles. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'exploitations vivent et survivent plutôt même grâce à ces systèmes d'aide. Donc encore une fois, ça interpelle aussi sur la réalité du... Et même, je parlais de la BPI qui est pionnière justement dans les investissements comme ça, elle a mis vraiment le là sur le secteur de l'agriculture et de l'industrialisation. Nicolas Dufourcq, le président, il a même sorti un livre, La réindustrialisation de la France, et c'est vraiment un point d'attention et de priorité dans ces prochaines années. Ouais, et je pense que ça vient aussi de là-haut, parce qu'il y a tous ces financements et ces aides qui sont les premiers à arriver et qui permettent à des projets ensuite de voir naissance et d'aller voir plus des fonds privés d'infra, etc. Ouais, non, le BPI, France Agrimaire, ils sont très actifs. Alors peut-être plus sur la partie transformation à la ferme, c'est-à-dire effectivement pour un agriculteur qui veut monter une usine, disons un stockage ou du séchage pour sécher sa matière première ou la nettoyer. Là, pour le coup, c'est peut-être plus facile d'aller chercher des aides de la BPI ou de France Agrimaire qu'encore une fois de l'agri primaire. Ça, on a beaucoup cantonné ça à la PAC, de gérer ces sujets-là. Et alors, sans donner de nom, là, t'en es un peu où dans ta levée de fonds? Même en donnant des noms, si tu Non, veux. mais c'est encore le début. Hein. Là, tu cherches combien concrètement? On cherche autour de 60 millions d'euros. Ouais, donc c'est tout de suite des levées qui sont très conséquentes. Ouais, qui sont très conséquentes. L'idée derrière, c'est de pouvoir aller chercher un levier bancaire derrière pour financer notre développement. Et donc, c'est 2000 hectares. Oui, donc en France, tu as quand même peu d'acteurs qui sont capables de réaliser non plus une levée de fonds à 60 millions. Ouais, alors encore une fois, dans le monde de l'infra, beaucoup plus. C'est beaucoup plus commun. C'est sûr que si on regarde dans d'autres secteurs, ça paraîtrait, bien sûr. Ça paraîtrait astronomique. Mais nous, on considère vraiment qu'on a un play infra. En fait, l'objectif de cette levée, c'est de pouvoir sécuriser avec un investisseur ou plusieurs un framework de développement, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur un cahier des charges, sur un BP, sur une notice entre guillemets de développement, et de pouvoir justement au gré des différents projets appeler les fonds sans avoir à retourner dans le marché projet après projet et repartir sur un processus de fundraising qui prend du temps. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer à 100% sur l'opérationnel. Je pense que c'est ça la clé, parce qu'on est vraiment sur un job, sur un métier très très opérationnel qu'il faut vraiment maîtriser. Ok. Fascinant. C'est incroyable. Attends, franchement. Et alors, est-ce qu'en Espagne, il y aura des noix de cajou C'est vrai. Ouais, on va commencer par les amandes. Les Quick Queen. On reste sur les amandes. Après, l'objectif, c'est évidemment d'aller sur d'autres cultures. Donc, on a beaucoup regardé la pistache et la noix, par exemple. Parce qu'en fait, il y a des synergies qui sont hyper intéressantes opérationnelles, sur les machines notamment. Et puis, en termes de commercialisation, très souvent, c'est les mêmes acteurs derrière qui transforment. Et alors, question peut-être un peu naïve, mais aujourd'hui, on peut acheter des crédits carbone? Comment ça se passe? Ouais, alors aujourd'hui, le marché du carbone, c'est un sujet. C'est un sujet d'actualité. Donc nous, c'est vrai que notre première ferme, la Granja, est le premier projet, le plus gros projet qui est labellisé par le label bas carbone. Alors je ne sais pas si, je vais peut-être rappeler ce que c'est. C'est une méthodologie et une certification qui a été développée par le MTES, donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, pour venir certifier des projets de séquestration en France et encourager justement les agriculteurs, mais pas que, parce qu'il y a différentes méthodologies au sein de ce label bas carbone. Et donc, sur la partie agriculture, c'est encourager les agriculteurs à aller vers des pratiques plus vertueuses et donc des pratiques qui permettent de séquestrer du CO2. Donc c'est une formidable, c'est vraiment super comme outil. Ça a été lancé en 2021
Et nous, on est aujourd'hui le plus gros verger séquestrateur de CO2. On a, donc sur la durée de vie du verger, on a 4500 tonnes de CO2 qui seront séquestrées. Magnifique. Et donc, pour répondre à ta question, on peut effectivement commercialiser, vendre ces crédits carbone. Okay. Ce Donc que vous n'avez pas fait encore du coup aujourd'hui. Si, ce qu'on a fait, on a déjà vendu 1000 tonnes à un groupe mutualiste français. Donc ce qui était assez important pour nous parce que, encore une fois, dans notre processus de développement, de levée de fonds, et à partir de ce premier projet pilote, on voulait vraiment aller au bout de chaque processus, de chaque process, disons, sur le projet. Et donc sur la partie carbone, on a fait nous-mêmes toute la partie certification, labellisation, on a fait tous les calculs, c'est nous qui avons tout fait. Et on voulait aller au bout et passer une vente pour dire, voilà, on sait faire de A à Z, et on connaît, on parle au marché. Ça, c'était un élément important. Donc, on a déjà vendu 1000 tonnes de CO2. Mais quel boulot, quoi. Putain, vous vous ennuyez pas, quoi. Depuis non, 2020, non, mais c'est vrai, on est à peine, on commence 2023, on a l'impression qu'il y a eu 10 vies, tu sais, pour faire tout ça. Et en fait, quand on est motivé, Ouais, t'es passionné même. Ouais. Mais c'est ce que je disais, l'agriculture, c'est un métier de passionné, avec parfois des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est avant tout un métier de passionné, de passion. Ouais. Et pour finir sur la partie carbone, en fait, l'objectif, justement, c'est d'être capable de répliquer cette certification carbone sur tous les projets. Et donc, on estime que, en gros, quelques chiffres, donc sur 2000 hectares d'amandes, c'est 600 000 arbres qui seront plantés et c'est 200 000 tonnes de CO2 qui seront capturées. Donc ça, c'est une métrique qui est importante. Et puis, par ailleurs, ce sera 80 emplois qui seront créés. Dans des milieux ruraux. Dans un milieu rural, donc c'est important de créer des jobs en milieu rural, et c'est des jobs qui sont non délocalisables et qui seront donc ça fait partie de l'ADN un peu ESG du projet. Merci de Build a City for Good. Ouais, c'est vraiment ça. C'est beau, et je pense que c'est assez étonnant d'écouter ce genre d'épisode, et rafraîchissant, et c'est waouh, quoi. En fait, tu résous deux problèmes à la fois. Ce que tu disais en introduction, c'est que tu produis plus d'aliments, entre guillemets, moins carnassiers. Et en même temps, tu crées justement des crédits carbone, ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Ouais, parce que en fait, l'agriculture est vraiment on parle beaucoup des NBS, des Nature-Based Solutions. Qui sont justement, c'est des solutions basées sur la nature en français, qui sont là pour participer à l'atténuation du changement climatique. Et l'agriculture est une formidable solution. Encore une fois, la photosynthèse, c'est la meilleure, c'est naturel, c'est le meilleur outil pour capter du CO2. Et il faut planter les arbres, il faut revégétaliser les campagnes, planter des haies. Donc on a un partenariat avec la Caisse des dépôts sur la ferme notamment pour planter leur programme Nature 2050 pour planter 3 km de haies la semaine prochaine. Tu nous invites pour voir les plantations non, mais moi, pas uniquement pour les voir, tu prendras l'appel. Je crois que c'était pas l'appel. Ça va être un moment fort, non, quand les amandes, vous allez faire la première dégustation. On a hâte. Je veux bien que tu nous envoies quand même quelques... 2025 du coup. 2025, rendez-vous est pris. Alors, rendez-vous est pris, allez. Non, mais génial, Martin. On aurait pu continuer à parler encore des heures, je pense, même sur tout ce secteur qu'on ne connaît pas, en tout cas pour ma part. Et c'est passionnant, franchement, parce qu'on ne connaît pas l'envers du décor. Et on ne s'intéresse pas, on pourrait, mais on ne peut pas tout savoir. Ce que tu disais, c'est quand même un sujet qui est en train d'être de plus en plus démocratisé. Mais on y arrive. Petit à petit. Exactement. Mais il faut, parce que je pense qu'on devrait être au courant à chaque fois qu'on mange une consomme carotte. quelque chose. Ce qui commence à devenir un peu une conscience collective, mais effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ouais, et ça passe aussi beaucoup par l'éducation. Bien sûr. Mais ça, déjà, en école, on devrait avoir des formations. Tout à fait. Exactement. On doit tout revoir. Si quelqu'un de l'éducation nous écoute. Non, mais le jour où vous faites un séminaire Daphne, vous viendrez à la ferme. Exactement. Génial. Bonne idée. Est-ce que tu veux rajouter, est-ce que tu as d'autres messages à faire passer avant qu'on passe aux dernières petites questions qu'on a en stock? D'autres messages à faire passer sur peut-être plus sur l'agriculture. Comment s'appellera la deuxième ferme? Elle s'appellera normalement la Esperanza. Wow. L'espérance. Ouais, bien. T'es bilingue en espagnol, non? J'ai un talent caché comme ça. Voilà. Non, d'autres messages, non, pas forcément. J'aspire à ce que l'agriculture de demain
qu'on puisse vraiment diffuser des pratiques régénératives à grande échelle. Je pense que c'est aussi notre rôle, justement, de communiquer, de mettre en avant notre cahier des charges. Je pense que le consommateur il sera sensible, les industriels le sont déjà. Et donc voilà, et peut-être aussi un partage de valeur plus équitable sur la chaîne de valeur, sur la chaîne alimentaire, agroalimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que la rétribution et la valeur que récupère l'agriculteur est très faible en proportion de tous les intermédiaires qu'on trouve derrière. Et donc j'appelle à plus de transparence sur cette chaîne de valeur pour justement rémunérer de manière plus juste, mieux les producteurs. Okay. Il y a eu des belles initiatives, mais il faut continuer. Ouais. Très bien. Ok, merci Martin. Si vous avez des questions sur GreenPod, si vous êtes intéressé, si vous voulez acheter des crédits carbone, vous voulez financer la prochaine ferme, vous contactez soit Daphne, Sauvan ou moi, ou Martin directement, Martin d'Archimbault. On finit avec quelques questions. C'est parti, Martin. On voulait savoir quand même comment, en plus, tiens, regarde, en plus ça fait 3 ans que c'est la folie. Et comment tu te ressources et tu déconnectes avec cette vie de fou? Le sport plutôt, et les grands espaces. Ouais, les sports. C'est vrai que je fais beaucoup de sport, c'est important pour moi. Tu fais quoi comme sport? Triathlon et beaucoup de ski également. Et donc, de partir comme ça, effectivement, un peu à l'aventure sur des raids à ski ou sur du trail dans des... Alors, j'étais dernièrement dans le Vercors, c'est vrai que c'est des moments assez particuliers où on va chercher aussi le silence, qui est quelque chose de plus en plus rare dans la société. Donc voilà, ça fait partie de mon équilibre, en tout cas personnel. T'es un homme de défi? Ouais, un petit peu. J'aime bien, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi un défi. J'aime bien effectivement avoir des challenges et aller au bout des choses. Et il y a un apprentissage hyper fort en plus. Tu parlais dans ta petite vidéo que ta pire décision, c'était... d'avoir fait un Alpha Ironman en pleine canicule, mais ça t'a appris aussi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fini? Je sais, mais c'est pour que tout le monde puisse bénéficier de cette histoire. Ouais, mais sous perfusion, dans une mauvaise tente en bord de mer. Mais c'est quoi les enseignements justement un peu derrière Non, mais je pense qu'on apprend, à travers chaque expérience, chaque challenge, chaque échec aussi, on apprend à mieux se connaître, on apprend aussi ses limites. Qu'il faut parfois pas dépasser. Mais donc c'est vraiment c'est l'idée aussi de repousser ses limites et d'aller un peu plus loin, d'aller voir un peu ce qu'on a dans les tripes. Et de savoir remonter en selle pour un jeu de mots avec ton autre passion, le cheval. Parce que tu t'es réinscrit sur un Alpha Ironman. Ouais, évidemment, ouais. Mais d'où ça vient ce besoin de se dépasser? Je sais pas, c'est vraiment viscéral pour le coup. J'ai toujours été un peu comme ça. Hyper actif, t'as besoin aussi d'aller. Je pense que le sport, depuis tout jeune, te développe aussi cet esprit compétiteur. Ouais, exactement. Je fais beaucoup de sport de fond, donc d'endurance. Et c'est vrai que c'est un duel avec toi-même aussi. Voilà. Donc te retrouver dans le silence, faire du sport. Et voir mes chevaux. Et ensuite, quel est ton fruit à coque préféré? Évidemment, c'est l'amande. Il est biaisé. Mais alors, quels sont les types d'amandes qu'on doit acheter? Parce que là, pour moi, il y a une amande. Ouais, non, la première chose à faire, c'est de regarder d'où elle vient. Ok. Donc, il faut acheter de l'amande. Ouais, mais non, mais justement, t'as le choix, normalement. Et par exemple, là, je vais chez Franprix en face, qu'on voit de nos bureaux de sentier. Je vois d'où vient l'amande. Ah ouais, c'est une obligation sur chaque packaging. Tu nous recommandes d'acheter laquelle? Je vous recommande d'acheter une amande française au maximum. Ok. Il y en a qui va coûter plus cher. Qui va coûter un peu plus cher. Ouais. Et je t'encourage à faire cette dépense et à acheter au juste prix, effectivement. D'accord. Donc voilà, achète français. Ok. Et en toute transparence, qu'il y a un changement de goût. Une provenance et après? Ouais, sur les variétés. Sur la qualité. Alors sur l'amande, en tout cas en grande consommation, en magasin spécialisé, la variété ne sera pas forcément indiquée. En revanche, c'est plutôt sur les applications industrielles qu'on va vraiment regarder la variété sur est-ce qu'elle se casse facilement, est-ce qu'elle a tendance à s'effriter ou pas. C'est vraiment des particularités importantes. Après, en termes de goût, il y a des différences, c'est assez subtil pour certaines, donc je suis pas sûr que... On aurait pu faire développé avec Aurélie. Non, mais on aurait pu faire une dégustation. La prochaine fois. Martin, t'as oublié les amandes. Ça aurait été parfait là. Bruyant pour les auditeurs. Oui, c'est vrai. Les bruits de bouche.
Bon, bah canon. Merci beaucoup, Martin. Merci Martin. Sovan. On a passé 1 heure ensemble. On aurait pu encore continuer, je pense quelques heures même. Mais Prochaine fois. c'était hyper intéressant. Bravo à vous, à toute votre team là, pour tout ce que vous avez fait ces 2 dernières années. Et puis Sovan, un Merci. baptême, mais c'est bon. Bravo, bon tu as eu passé C'est ton. addictif, hein, avec un tel invité. Donc c'était top de passer cette heure avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez besoin de contacter, comme je vous l'ai dit, Martin, n'hésitez pas non plus. Si vous avez besoin de contacter Sovan, parce que vous voulez investir aussi chez Daphne, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn. et voilà, on vous retrouve pour un prochain épisode. Et nous, on part déjeuner. Merci Martin, Des merci amandes. Sovan. Un grand merci. À bientôt. Merci. Bonne À journée. bientôt. Salut.